Bonsoir, bienvenue sur la voix de Morgane. J'espère que vous allez bien. Je continue la lecture de Mémoires de deux jeunes mariés de Balzac. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous dis à tout à l'heure dans environ une demi-heure après environ une demi-heure de lecture. Merci beaucoup. Chapitre 19. Louise de Chaulieu à Madame de l'Estorade. Eh bien, tu as un amour de femme, René, et je suis maintenant d'accord que c'est être honnête que de tromper. Es-tu contente? D'ailleurs, l'homme qui nous aime nous appartient. Nous avons le droit d'en faire un sot ou un homme de génie. Mais entre nous, nous en faisons le plus souvent des sots. Tu feras du tien un homme de génie et tu garderas ton secret. Deux magnifiques actions. Ah, s'il n'y avait pas de paradis, tu serais bien attrapé, car tu te voues à un martyre volontaire. Tu veux le rendre ambitieux et le garder amoureux. Mais, enfant que tu es, c'est bien assez de le maintenir amoureux. Jusqu'à quel point le calcul est-il la vertu ou la vertu est-elle le calcul 1. Nous ne nous fâcherons point pour cette question, puisque Bonald est là. Nous sommes et voulons être vertueuses. Mais en ce moment, je crois que, malgré tes charmantes friponneries, tu vaux mieux que moi. Oui, je suis une fille horriblement fausse. J'aime Felipe et je lui cache avec une infâme dissimulation. Je le voudrais voir sautant de son arbre sur la crête du mur, de la crête du mur sur mon balcon, et, s'il faisait ce que je désire, je le foudroierais de mon mépris. Tu vois, je suis d'une bonne foi terrible. Qui m'arrête? Quelle puissance mystérieuse m'empêche de dire à ce cher Felipe tout le bonheur qu'il me verse à flots par son amour pur, entier, grand, secret, plein? Madame de Mirbel fait mon portrait. Je compte le lui donner, ma chère. Ce qui me surprend chaque jour davantage est l'activité que l'amour donne à la vie. Quel intérêt prennent les heures, les actions, les plus petites choses, et quelle admirable confusion du passé, de l'avenir dans le présent. On vit aux trois temps du verbe. Est-ce encore ainsi quand on a été heureuse? Oh, réponds-moi, dis-moi ce qu'est le bonheur, s'il calme ou s'il irrite. Je suis d'une inquiétude mortelle, je ne sais plus comment me conduire. Il y a dans mon cœur une force qui m'entraîne vers lui, malgré la raison et les convenances. Enfin, je comprends ta curiosité avec Louis. Es-tu contente? Le bonheur que Felipe a d'être à moi, son amour à distance et son obéissance m'impatientent autant que son profond respect m'irritait quand il n'était que mon maître d'espagnol. Je suis tentée de lui crier quand il passe: « Imbécile, si tu m'aimes en tableau, que serait-ce donc si tu me connaissais ?» Oh René, tu brûles mes lettres, n'est-ce pas? Moi je brûlerais les tiennes. Si d'autres yeux que les nôtres lisaient ces pensées qui sont versées de cœur à cœur, je dirais à Felipe d'aller les crever et de tuer un peu les gens pour plus de sûreté. Lundi. Ah René, comment sonder le cœur d'un homme? Mon père doit me présenter ton monsieur Bonald, et puisqu'il est si savant, je le lui demanderai. Dieu est bien heureux de pouvoir lire au fond des cœurs. Suis-je toujours un ange pour cet homme? Voilà toute la question. Si jamais, dans un geste, dans un regard, dans l'accent d'une parole, j'apercevais une diminution de ce respect qu'il avait pour moi quand il était mon maître d'espagnol, je me sens la force de tout oublier. Pourquoi ces grands mots, ces grandes résolutions, te diras-tu? Ah voilà, ma chère, mon charmant père, qui se conduit avec moi comme un vieux cavalier servant avec une italienne, faisait faire, je te l'ai dit, mon portrait par Madame de Mirbel. J'ai trouvé moyen d'avoir une copie assez bien exécutée pour pouvoir la donner au duc et envoyer l'original à Felipe. Cet envoi a eu lieu hier, accompagné de ces 3 lignes. Don Felipe, on répond à votre entier dévouement par une confiance aveugle. Le temps dira si ce n'est pas accorder trop de grandeur à un homme. La récompense est grande, elle a l'air d'une promesse et, chose horrible, d'une invitation. Mais, ce qui va te sembler plus horrible encore, j'ai voulu que la récompense exprimât promesse et invitation sans aller jusqu'à l'offre. Si dans sa réponse il y a ma Louise, ou seulement Louise, il est perdu. Mardi. Non, il n'est pas perdu. Ce ministre constitutionnel est un adorable amant. Voici sa lettre.
Tous les moments que je passais sans vous voir, je demeurais occupée de vous, les yeux fermés à toute chose et attachés par la méditation sur votre image, qui ne se dessinait jamais assez promptement dans le palais obscur où se passent les songes et où vous répandiez la lumière. Désormais, ma vue se reposera sur ce merveilleux ivoire, sur ce talisman, dois-je dire, car pour moi, vos yeux bleus s'animent et la peinture devient aussitôt une réalité. Le retard de cette lettre vient de mon empressement à jouir de cette contemplation pendant laquelle je vous disais tout ce que je dois taire. Oui, depuis hier, enfermée seule avec vous, je me suis livrée, pour la première fois de ma vie, à un bonheur entier, complet, infini. Si vous pouviez vous voir où je vous ai mise, entre la Vierge et Dieu, vous comprendriez en quelle angoisse j'ai passé la nuit. Mais, en vous les disant, je ne voudrais pas vous offenser, car il y aurait tant de tourments pour moi dans un regard dénué de cette angélique bonté qui me fait vivre, que je vous demande pardon par avance. Si donc, reine de ma vie et de mon âme, vous voulez m'accorder un millième de l'amour que je vous porte. Le si de cette constante prière m'a ravagé l'âme. J'étais entre la croyance et l'erreur, entre la vie et la mort, entre les ténèbres et la lumière. Un criminel n'est pas plus agité pendant la délibération de son arrêt que je ne le suis en m'accusant à vous de cette audace. Le sourire exprimé sur vos lèvres et que je venais revoir de moment en moment calmait ces orages excités par la crainte de vous déplaire. Depuis que j'existe, personne, pas même ma mère, ne m'a souri. La belle jeune fille qui m'était destinée à rebuter mon cœur et s'était prise de mon frère. Mes efforts en politique ont trouvé la défaite. Je n'ai jamais vu dans les yeux de mon roi qu'un désir de vengeance. Et nous sommes si ennemis depuis notre jeunesse qu'il a regardé comme une cruelle injure le vœu par lequel les Cortés m'ont porté au pouvoir. Quelque forte que vous fassiez une âme, le doute y entrerait à moi. D'ailleurs, je me rends justice. Je connais la mauvaise grâce de mon extérieur et sais combien il est difficile d'apprécier mon cœur à travers une pareille enveloppe. Être aimé, ce n'était plus qu'un rêve quand je vous ai vu. Aussi, quand je m'attachais à vous, ai-je compris que le dévouement pouvait seul faire excuser ma tendresse. En contemplant ce portrait, en écoutant ce sourire plein de promesses divines, un espoir que je ne me permettais pas à moi-même a rayonné dans mon âme. Cette clarté d'aurore est incessamment combattue par les ténèbres du doute, par la crainte de vous offenser en la laissant poindre. Non, vous ne pouvez pas m'aimer encore, je le sens, mais à mesure que vous aurez éprouvé la puissance, la durée, l'étendue de mon inépuisable affection, vous lui donnerez une petite place dans votre cœur. Si mon ambition est une injure, vous me le direz sans colère, je rentrerai dans mon rôle. Mais si vous vouliez essayer de m'aimer, ne le faites pas savoir sans de minutieuses précautions à celui qui mettait tout le bonheur de sa vie à vous servir uniquement. Ma chère, en lisant ces derniers mots, il m'a semblé le voir pâle comme il était le soir où je lui ai dit, en lui montrant le camélia, que j'acceptais les trésors de son dévouement. J'ai vu dans ces phrases soumises tout autre chose qu'une simple fleur de rhétorique à l'usage des amants, et j'ai senti comme un grand mouvement en moi-même le souffle du bonheur. Il a fait un temps détestable, il ne m'a pas été possible d'aller au bois sans donner lieu à d'étranges soupçons, car ma mère, qui sort souvent malgré la pluie, est restée chez elle, seule. Mercredi soir, je viens de le voir à l'opéra. Ma chère, ce n'est plus le même homme. Il est venu dans notre loge présenté par l'ambassadeur de Sardaigne. Après avoir vu dans mes yeux que son audace ne déplaisait point, il m'a paru comme embarrassé de son corps et il a dit alors mademoiselle à la marquise d'Espard. Ses yeux lançaient des regards qui faisaient une lumière plus vive que celle des lustres. Enfin, il est sorti comme un homme qui craignait de commettre une extravagance. Le baron de Macumer est amoureux, a dit madame de Maufrigneuse à ma mère. C'est d'autant plus extraordinaire que c'est un ministre tombé, a répondu ma mère. J'ai eu la force de regarder madame d'Espard, madame de Maufrigneuse et ma mère avec la curiosité d'une personne qui ne connaît pas une langue étrangère et qui voudrait deviner ce qu'on dit. Mais j'étais intérieurement en proie à une joie voluptueuse dans laquelle il me semblait que mon âme se baignait.
Il n'y a qu'un mot pour t'expliquer ce que j'éprouve, c'est le ravissement. Felipe aime tant que je le trouve digne d'être aimé. Je suis exactement le principe de sa vie et je tiens dans ma main le fil qui mène sa pensée. Enfin, si nous devons nous tout dire, il y a chez moi le plus violent désir de lui voir franchir tous les obstacles, arriver à moi pour me demander à moi-même, afin de savoir si ce furieux amour redeviendra humble et calme à un seul de mes regards. Ah ma chère, je me suis arrêtée et suis toute tremblante. En t'écrivant, j'ai entendu dehors un léger bruit et je me suis levée. De ma fenêtre, je l'ai vu, allant sur la crête du mur, au risque de se tuer. Je suis allée à la fenêtre de ma chambre et je ne lui ai fait qu'un signe. Il a sauté du mur, qui a 10 pieds, puis il a couru sur la route jusqu'à la distance où je pouvais le voir, pour me montrer qu'il ne s'était fait aucun mal. Cette attention au moment où il devait être étourdi par sa chute m'a tant attendri que je pleure sans savoir pourquoi. Pauvre lait, que venait-il chercher? Que voulait-il me dire? Je n'ose écrire mes pensées et vais me coucher dans la joie en songeant à tout ce que nous dirions si nous étions ensemble. Adieu, belle muette, je n'ai pas le temps de te gronder sur ton silence, mais voici plus d'un mois que je n'ai de tes nouvelles. Serais-tu par hasard devenue heureuse? N'aurais-tu plus ce libre arbitre qui te rendait si fière et qui ce soir a failli m'abandonner? Chapitre 20. René de l'Estorade à Louise de Chaulieu. Mais, si l'amour est la vie du monde, pourquoi d'austères philosophes le suppriment-ils dans le mariage? Pourquoi la société prend-elle pour loi suprême de sacrifier la femme à la famille en créant ainsi nécessairement une lutte sourde au sein du mariage? Lutte prévue par elle est si dangereuse qu'elle a inventé des pouvoirs pour en armer l'homme contre nous, en devinant que nous pouvions tout annuler soit par la puissance de la tendresse, soit par la persistance d'une haine cachée. Je vois en ce moment, dans le mariage, deux forces opposées que le législateur aurait dû réunir. Quand se réuniront-elles? Voilà ce que je me dis en te lisant. Ô cher, une seule de tes lettres ruine cet édifice bâti par le grand écrivain de l'Aveyron et où je m'étais logée avec une douce satisfaction. Les lois ont été faites par des vieillards, les femmes s'en aperçoivent. Ils ont bien sagement décrété que l'amour conjugal, exempt de passion, ne vous avilissait point, et qu'une femme devait se donner sans amour une fois que la loi permettait à un homme de la faire sienne. Préoccupés de la famille, ils ont imité la nature, inquiètes seulement de perpétuer l'espèce. J'étais un être auparavant, et je suis maintenant une chose. Il est plus d'une larme que j'ai dévorée au loin, seule, et que j'aurais voulu donner en échange d'un sourire consolateur. D'où vient l'inégalité de nos destinées? L'amour permis agrandit ton âme. Pour toi, la vertu se trouvera dans le plaisir. Tu ne souffriras que de ton propre vouloir. Ton devoir, si tu épouses ton Felipe, deviendra le plus doux, le plus expansif des sentiments. Notre avenir est gros de la réponse et je l'attends avec une inquiète curiosité. Tu aimes, tu es adoré. Oh cher, livre-toi tout entière à ce beau poème qui nous a tant occupés. Cette beauté de la femme, si fine et si spiritualisée en toi, Dieu l'a faite ainsi pour qu'elle charme et plaise. Il a ses desseins. Oui, mon ange, garde bien le secret de ta tendresse et soumets Felipe aux épreuves subtiles que nous inventions pour savoir si l'amant que nous rêvions serait digne de nous. Sache surtout moins s'il t'aime que si tu l'aimes. Rien n'est plus trompeur que le mirage produit en notre âme par la curiosité, par le désir, par la croyance au bonheur. Toi qui, seul de nous deux, demeure intacte, chère, ne te risque pas sans art au dangereux marché d'un irrévocable mariage, je t'en supplie. Quelquefois un geste, une parole, un regard dans une conversation sans témoin, quand les âmes sont déshabillées de leur hypocrisie mondaine, éclairent des abîmes. Tu es assez tu es assez noble, assez sûr de toi pour pouvoir aller hardiment en des sentiers où d'autres se perdraient.
Tu ne saurais croire en quelle anxiété je te suis. Malgré la distance, je te vois, j'éprouve tes émotions. Aussi, ne manque pas à m'écrire, n'omets rien. Tes lettres me font une vie passionnée au milieu de mon ménage si simple, si tranquille, unie comme une grande route par un jour sans soleil. Ce qui se passe ici, mon ange, est une suite de chicanes avec moi-même sur lesquelles je veux garder le secret aujourd'hui. Je t'en parlerai plus tard. Je me donne et me reprends avec une sombre obstination en passant du découragement à l'espérance. Peut-être demandai-je à la vie plus de bonheur qu'elle ne nous en doit. Au jeune âge, nous sommes assez portés à vouloir que l'idéal et le positif s'accordent. Mes réflexions, et maintenant je les fais toute seule, assise au pied d'un rocher de mon parc, m'ont conduite à penser que l'amour dans le mariage est un hasard sur lequel il est impossible d'asseoir la loi qui doit tout régir. Mon philosophe de l'Aveyron a raison de considérer la famille comme la seule unité sociale possible et de y soumettre la femme comme elle l'a été de tout temps. La solution de cette grande question, presque terrible pour nous, est dans le premier enfant que nous avons. Aussi voudrais-je être mère, ne fût-ce que pour donner une pâture à la dévorante activité de mon âme. Louis est toujours d'une adorable bonté, son amour est actif et ma tendresse est abstraite. Il est heureux, il cueille à lui seul les fleurs sans s'inquiéter des efforts de la terre qui les produit. Heureux égoïsme. Quoi qu'il puisse m'en coûter, je me prête à ses illusions comme une mère, d'après les idées que je me fais d'une mère, se brise pour procurer un plaisir à son enfant. Sa joie est si profonde qu'elle lui ferme les yeux et qu'elle jette ses reflets jusque sur moi. Je le trompe par le sourire ou par le regard plein de satisfaction que me cause la certitude de lui donner le bonheur. Aussi, le nom d'amitié dont je me sers pour lui dans notre intérieur est-il mon enfant. J'attends le fruit de tant de sacrifices qui seront un secret entre Dieu, toi et moi. La maternité est une entreprise à laquelle j'ai ouvert un crédit énorme. Elle me doit trop aujourd'hui, je crains de n'être pas assez payée. Elle est chargée de déployer mon énergie et d'agrandir mon cœur, de me dédommager par des joies illimitées. Oh mon Dieu, que je ne sois pas trompée. Là est tout mon avenir et, chose effrayante à penser, celui de ma vertu. Chapitre 21. Louise de Chaulieu à René de l'Estorade. Juin. Chère biche mariée, ta lettre est venue à propos pour me justifier à moi-même une hardiesse à laquelle je pensais nuit et jour. Il y a je ne sais quel appétit en moi pour les choses inconnues ou, si tu veux, défendues, qui m'inquiète et m'annonce au-dedans de moi-même un combat entre les lois du monde et celles de la nature. Je ne sais pas si la nature est chez moi plus forte que la société, mais je me surprends à conclure des transactions entre ces puissances. Enfin, pour parler clairement, je voulais causer avec Felipe, seule avec lui, pendant 1 heure de nuit sous les tilleuls au bout de notre jardin. Assurément, ce vouloir est d'une fille qui mérite le nom de commère réveillée que me donne la duchesse en riant et que mon père me confirme. Néanmoins, je trouve cette faute prudente et sage. Tout en récompensant tant de nuits passées au pied de mon mur, je veux savoir ce que pensera mon Felipe de mon escapade et le juger dans un pareil moment. Enfin, mon cher époux, s'il divinise ma faute, ou ne le revoir jamais s'il n'est pas plus respectueux et plus tremblant que quand il me salue en passant à cheval aux Champs-Élysées. Quant au monde, je risque moins à voir ainsi mon amoureux qu'à lui sourire chez Madame de Maufrigneuse ou chez la vieille marquise de Beauséant, où nous sommes maintenant enveloppés d'espions, car Dieu sait de quel regard on poursuit une fille soupçonnée de faire attention à un monstre comme ma commère. Oh, si tu savais combien je me suis agitée en moi-même à rêver ce projet, combien je me suis occupée à voir par avance comment il pouvait se réaliser. Je t'ai regretté, nous aurions bavardé pendant quelques bonnes petites heures, perdus dans les labyrinthes de l'incertitude et jouissant par avance de toutes les bonnes ou mauvaises choses d'un premier rendez-vous à la nuit, dans l'ombre et le silence, sous les beaux tilleuls de l'hôtel de Chaulieu, criblés par les 1000 lueurs de la lune. J'ai palpité toute seule en me disant « Ah René, où es-tu » Donc ta lettre a mis le feu aux poudres et mes derniers scrupules ont sauté.
J'ai jeté par ma fenêtre à mon adorateur stupéfait le dessin exact de la clé de la petite porte au bout du jardin avec ce billet. On veut vous empêcher de faire des folies. En vous cassant le cou, vous raviriez l'honneur à la personne que vous dites aimer. Êtes-vous digne d'une nouvelle preuve d'estime et méritez-vous que l'on vous parle à l'heure où la lune laisse dans l'ombre les tilleuls au bout du jardin ? Hier à 1h, au moment où Griffith allait se coucher, je lui ai dit « Prenez votre châle et accompagnez-moi, ma chère, je veux aller au fond du jardin sans que personne ne sache. » Elle ne m'a pas dit un mot et m'a suivi. Quelle sensation m'a revenue. Car après l'angoisse attendue en proie à une charmante petite angoisse, car après l'avoir attendue en proie à une charmante petite angoisse, je l'avais vue se glissant comme une ombre. Arrivé au jardin sans encombre, je dis à Griffith « Ne soyez pas étonné, il y a là le baron de Macumer, et c'est bien à cause de lui que je vous ai emmené. » Elle n'a rien dit. « Que voulez-vous de moi ?» m'a dit Felipe d'une voix dont l'émotion annonçait que le bruit de nos robes dans le silence de la nuit et celui de nos pas sur le sable, quelque léger qu'il fût, l'avaient mis hors de lui. « Je veux vous dire que je ne saurais écrire, lui ai-je répondu. Griffith est allé à 6 pas de nous. La nuit était une de ces nuits tièdes, embaumée par les fleurs. J'ai ressenti dans ce moment un plaisir enivrant à me trouver presque seule avec lui dans la douce obscurité des tilleuls, au-delà desquels le jardin brillait d'autant plus que la façade de l'hôtel reflétait en blanc la lueur de la lune. Ce contraste offrait une vague image du mystère de notre amour qui doit finir par l'éclatante publicité du mariage. Après un moment donné de part et d'autre au plaisir de cette situation neuve pour nous deux, et où nous étions aussi étonnés l'un que l'autre, j'ai retrouvé la parole. Quoique je ne craigne pas la calomnie, je ne veux plus que vous montiez sur cet arbre, lui dis-je en lui montrant l'arme, ni sur ce mur. Nous avons assez fait, vous l'écolier et moi la pensionnaire. Élevons nos sentiments à la hauteur de nos destinées. Si vous étiez mort dans votre chute, je mourrais déshonorée. Je l'ai regardé. Il était blême. Et si vous étiez surpris ainsi, ma mère ou moi, nous serions soupçonnés. Pardon, a-t-il dit d'une voix faible. Passez sur le boulevard, j'entendrai vos pas et quand je voudrais vous voir, j'ouvrirai ma fenêtre. Mais je ne vous ferai courir et je ne courrai ce danger que dans une circonstance grave. Pourquoi m'avoir forcé par votre imprudence à en commettre une autre et à vous donner une mauvaise opinion de moi ? J'ai vu dans ses yeux des larmes qui m'ont paru la plus belle réponse du monde. Vous devez croire, lui dis-je en souriant, que ma démarche est excessivement hasardée. Après 1 ou 2 tours faits en silence sous les arbres, il a trouvé la parole. Vous devez me croire stupide, et je suis tellement ivre de bonheur que je suis sans force et sans esprit. Mais sachez du moins qu'à mes yeux, vous sanctifiez vos actions par cela seulement que vous vous les permettez. Le respect que j'ai pour vous ne peut se comparer qu'à celui que j'ai pour Dieu. D'ailleurs, Miss Griffith est là. Elle est là pour les autres et non pas pour nous, Felipe, lui ai-je dit vivement. Cet homme, ma chère, m'a comprise. Je sais bien, reprit-il en me jetant le plus humble regard, qu'elle n'y serait pas, tout se passerait entre nous comme si elle nous voyait. Si nous ne sommes pas devant les hommes, nous sommes toujours devant Dieu, et nous avons autant besoin de notre propre estime que de celle du monde. Merci, Felipe, lui ai-je dit en lui tendant la main par un geste que tu dois voir. Une femme, et prenez-moi pour une femme, est bien disposée à aimer un homme qui la comprend. Oh, seulement disposée, repris-je en levant un doigt sur mes lèvres. Je ne veux pas que vous ayez plus d'espoir que je n'en veux donner. Mon cœur n'appartiendra qu'à celui qui saura y lire et le bien connaître. Nos sentiments, sans être absolument semblables, doivent avoir la même étendue, être à la même élévation. Je ne cherche pas à me grandir, car ce que je crois être des qualités comporte sans doute des défauts. Mais si je ne les avais point, je serais bien désolée. Après m'avoir accepté pour serviteur, vous m'avez permis de vous aimer, dit-il en tremblant et me regardant à chaque mot. J'ai plus que je n'ai primitivement désiré. Mais, lui ai-je vivement répliqué, je trouve votre lot meilleur que le mien, je ne me plaindrai pas d'en changer, et ce changement vous regarde. À moi maintenant de vous dire merci.
m'a-t-il répondu. Je sais les devoirs d'un loyal amant. Je dois vous prouver que je suis digne de vous. Et vous avez le droit de m'éprouver aussi longtemps qu'il vous plaira. Vous pouvez, mon Dieu, me rejeter si je trahissais votre espoir. Je sais que vous m'aimez, lui ai-je répondu. Jusqu'à présent, j'ai cruellement appuyé sur le mot. Vous êtes le préféré, voilà pourquoi vous êtes ici. Nous avons alors recommencé quelques tours en causant et je dois avouer que, mise à l'aise, mon espagnol a déployé la véritable éloquence du cœur en m'exprimant, non pas sa passion, mais sa tendresse, car il a su m'expliquer ses sentiments par une adorable comparaison avec l'amour divin. Sa voix pénétrante qui prêtait une valeur particulière à ses idées déjà si délicates ressemblait aux accents du rossignol. Il parlait bas, dans le médium plein de son délicieux organe, et ses phrases se suivaient avec la précipitation d'un bouillonnement. Son cœur y débordait. « Cessez, lui dis, je resterai là plus longtemps que je ne le dois. » Et par un geste, je l'ai congédié. « Vous voilà engagée, mademoiselle, m'a dit Griffith. »« Peut-être en Angleterre, mais non en France, ai-je répondu, négligemment. Je veux faire un mariage d'amour et ne pas être trompée, voilà tout. Tu le vois, ma chérie, l'amour ne venait pas à moi, j'ai agi comme Mahomet avec sa montagne. Vendredi. J'ai revu mon esclave, il est devenu craintif, il a pris un air mystérieux et dévot qui me plaît. Il me paraît pénétré de ma gloire et de ma puissance, mais rien, ni dans ses regards, ni dans ses manières, ne peut permettre aux devineresses du monde de soupçonner en lui cet amour infini que je vois. Cependant, ma chère, je ne suis pas emportée, dominée, domptée. Au contraire, je dompte, je domine et j'emporte. Enfin, je raisonne. Ah, je voudrais bien retrouver cette peur qui me causait la fascination du maître, du bourgeois à qui je me refusais. Il y a deux amours, celui qui commande et celui qui obéit. Ils sont distincts et donnent naissance à deux passions, et l'une n'est pas l'autre. Pour avoir son compte de la vie, peut-être une femme doit-elle connaître l'une et l'autre. Ces deux passions peuvent-elles se confondre? Un homme à qui nous inspirons de l'amour nous en inspirera-t-il? Felipe sera-t-il un jour mon maître? Tremblerai-je comme il tremble? Ces questions me font frémir. Il est bien aveugle. À sa place, j'aurais trouvé mademoiselle de Chaulieu sous ses tilleuls bien coquettement froide, compassée, calculatrice. Non, ce n'est pas aimer cela, c'est badiner avec le feu. Felipe me plaît toujours, mais je me trouve maintenant calme et à mon aise. Plus d'obstacles. Quel terrible mot. En moi, tout ça fait se rassoit et j'ai peur de m'interroger. Il a eu tort de me cacher la violence de son amour et il m'a laissée maîtresse de moi. Enfin, je n'ai pas les bénéfices de cette espèce de faute. Oui, chère, quelque douceur que m'apporte le souvenir de cette demi-heure passée sous les arbres, je trouve le plaisir qu'elle m'a donné bien au-dessous des émotions que j'avais en me disant « Y viendrai-je, n'y viendrai-je pas ?» Lui écrirai-je, ne lui écrirai-je point? Serait-il donc ainsi pour tous nos plaisirs? Serait-il meilleur de les différer que d'en jouir? L'espérance vaudrait-elle mieux que la possession? Les riches sont-ils les pauvres? Avons-nous toutes de trop étendu les sentiments en développant outre mesure les forces de notre imagination? Il y a des instants où cette idée me glace. Sais-tu pourquoi? Je songe à revenir sans Griffith au bout du jardin. Jusqu'où irai-je ainsi? L'imagination n'a pas de borne, et les plaisirs en ont. Dis-moi, cher docteur en corset, comment concilier ces deux termes de l'existence des femmes? Excusez-moi. J'hésite à continuer. Non, je vais m'arrêter là pour cette lecture. Oui, je m'arrête ici et je reprendrai la prochaine fois avec cette lettre de Louise à Felipe. Voilà, voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci infiniment. Prenez bien soin de vous et à très bientôt
pour la suite des mémoires de deux jeunes mariés de Balzac. Merci beaucoup. À bientôt.